Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de débuter ce 10e chapitre, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute et je vous souhaite du fond du cœur de cheminer vraiment vers ce qui est là pour vous, ou en tout cas que ce soit cette année, dans 2 ans, dans 10 ans, enfin peu importe le temps que ça prendra, mais en tout cas de mettre des petites choses en place pour que la réalisation de ce qui vous tient à cœur puisse se faire. Je pense que On parle souvent de semer des petites graines en se disant voilà, je sème une graine et ça fera son chemin. Mais voilà, de vous poser un instant et vraiment de réfléchir à ce qui est véritablement important pour vous et de faire en sorte à ce que la chose se réalise et même si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans, de ne pas perdre de vue l'objectif que vous vous êtes fixé. Moi, je pense vraiment que peu importe le temps que ça prendra, parfois, en fait, on perd espoir ou on se dit à quoi bon si c'est pour attendre 5 ans, 10 ans. Oui, mais au moins, vous ne perdez pas de vue ce qui vous tient véritablement à cœur. Voilà, enfin bref, voilà, donc pour continuer, donc accueillir la mort, je vais vous lire le 10e chapitre qui est un peu plus long que les précédents, dont le titre s'intitule « Autre problème de l'équipe soignante ». Jusqu'à une période récente, les médecins, les infirmières, les ecclésiastiques, les assistantes sociales et autres spécialistes de l'accompagnement des malades en phase critique ou terminale recevaient une aide et une formation très limitée. Notre séminaire interdisciplinaire sur la mort et le mourir a débuté en 1966. À cette époque, il était seul à offrir aux différents professionnels de la santé une formation sur les soins réservés aux mourants. Il n'est donc pas surprenant de voir les membres du personnel hospitalier se poser encore bien des questions sur leurs fonctions respectives. Nombreux sont ceux qui redoutent de trop s'impliquer, d'autres se montrent choqués à l'idée qu'une équipe doive passer un temps inutile auprès des patients en fin de vie, alors que les malades curables ont déjà tellement besoin d'eux. La plupart aimeraient être plus utiles mais ne savent que dire ou que faire pour y parvenir. Le problème majeur, celui qui revient sans cesse, porte sur l'autorité, la communication et la confiance réciproque. La hiérarchie médicale traditionnelle assignait au médecin et à lui seul le soin d'annoncer au patient le diagnostic et le projet de traitement. Cette distribution des rôles s'est avérée satisfaisante tant que le praticien établissait une relation intime avec son patient, connaissait bien sa famille et avait le temps de s'asseoir pour expliquer au malade tout ce qu'il devait savoir. La science moderne, l'urbanisation et la spécialisation font disparaître cette ancienne relation du praticien au malade. Chacun sait que les patients admis dans les centres hospitaliers universitaires voient défiler à longueur de journée des dizaines de professeurs, d'internes, d'externes et un nombre encore plus élevé d'infirmières, sans pour autant jouir d'un rapport individuel avec aucun de ces intervenants. Plus l'équipe soignante est nombreuse, plus la communication est pauvre et plus le fait de dire qui doit prendre en charge les différents besoins du patient est difficile. Autrefois, les infirmières consacraient la plupart de leur temps aux soins directs du malade. Aujourd'hui, elles sont surchargées de tâches et doivent tenir des statistiques, accomplir un travail administratif, vérifier le bon fonctionnement d'un matériel complexe et transmettre l'information à l'équipe suivante. Dans ce système toujours plus sophistiqué, le patient peut devenir moins important que ses électrodes, que ses électrolytes. L'interne connaît sans doute parfaitement sa numération globulaire tout en ignorant que son enfant est tombé malade. Et qui sait ce qu'il pense de la mort ou quelles sont ses convictions religieuses. Les problèmes de l'équipe soignante vont augmenter parallèlement à la taille des hôpitaux, au nombre des spécialisations et à l'apparition d'un matériel toujours plus moderne qui transforme une infirmière en spécialiste du génie mécanique. S'il nous est impossible de ralentir le mouvement, nous pouvons au moins marquer une pause de temps à autre et nous demander pourquoi nous agissons de la sorte. Sommes-nous au service d'une institution
des besoins d'un chef ou assurons-nous réellement le bien du patient? Nous pouvons également cesser de nous plaindre de ceux avec lesquels nous travaillons et nous identifier un instant à leurs problèmes afin de mieux comprendre leurs inquiétudes et leurs demandes. Nous avons tous besoin d'une épaule sur laquelle pleurer à l'occasion d'une salle de lamentation ou nous décharger de nos sentiments le cas échéant. Si nous faisons part de nos besoins, de nos sentiments, de nos frustrations et de nos joies, le plus grand hôpital peut devenir le théâtre de l'épanouissement individuel et d'un meilleur travail interdisciplinaire. Comment se comporter face aux médecins qui refusent de parler de la mort à leurs malades? À mon avis, vous devez respecter leurs décisions, mais personne ne vous empêchera de vous asseoir à côté du malade pour l'écouter. Il vous fera alors partager sa prise de conscience de sa propre finitude. Ce conseil s'applique à toute personne qui prend part à l'accompagnement, qu'il s'agisse d'un ecclésiastique, d'une infirmière, d'une assistante sociale ou d'un ami du patient. Pourquoi de nombreux médecins ont-ils tant de mal à assumer la mort des malades en fin de vie? Le problème majeur, c'est que pendant 4 ans, nous formons nos médecins à guérir, à soigner et à prolonger la vie. La seule chose qu'ils apprennent et qui présente un lien quelconque avec la mort et le mourir, c'est comment demander une autopsie. On comprend donc qu'ils considèrent souvent le malade qui meurt sous leur nez comme un échec. En effet, ils ne sont nullement formés à devenir de bons médecins pour les praticiens qui ne se rétabliront jamais. Que dites-vous à un malade lorsqu'il n'y a ni interne, ni médecin, ni assistante sociale, ni ecclésiastique qui veuille se déplacer au beau milieu de la nuit? J'y vais moi-même. Comment l'équipe soignante doit-elle être formée pour aider les malades en fin de vie et leurs familles? Chaque hôpital doit organiser des séminaires, des ateliers ou des groupes de travail où l'on puisse discuter des problèmes des malades en phase terminale et où le personnel puisse partager ses sentiments, ses frustrations et ses angoisses pour affronter ces questions en commun. Comment le personnel infirmier doit-il traiter les malades en fin de vie et ou leur famille dans un petit hôpital privé où le médecin assume toute la responsabilité des soins sans jamais parler de la fin de vie aux patients ni à leur famille? Un membre de l'équipe doit prendre le temps de discuter avec le médecin et d'entendre les raisons pour lesquelles il justifie cette pleine responsabilité. Peut-être ignore-t-il qu'il peut se décharger en partie sur le personnel infirmier, l'aumônier ou l'assistante sociale. Pour autant que ces professionnels de l'accompagnement soient prêts à aider les personnes impliquées à affronter la maladie incurable, organiser une réunion et penser à inviter le directeur de l'hôpital car son rôle est très important et on l'oublie souvent. Merci de répondre, si vous le souhaitez, à la question suivante. Comment le personnel hospitalier doit-il aider un patient qui subit des examens quotidiens à définir l'étiologie de son problème? Ce patient ne présente aucun signe apparent de maladie organique, mais avec le temps, on s'est acheminé vers un diagnostic d'étiologie inconnue. Assorti de cette consigne, voir ce que ça donne, doit-on appliquer les mêmes techniques? Tout patient et en fait tout être humain qui traverse une crise, qu'il s'agisse de la perte de la vue ou de la capacité de marcher, de l'impossibilité de rester chez soi parce qu'il doit attendre à l'hôpital les résultats de ses analyses et le diagnostic final, passera souvent par les mêmes phases, se sentira parfois très en colère, déprimé et marchandera jusqu'à ce qu'on lui fasse part du verdict définitif. Lorsqu'on ne dit pas au malade ce dont il souffre, c'est souvent qu'on est placé devant un problème psychosomatique. Entre autres examens, le malade doit subir une évaluation psychiatrique. Le psychiatre peut alors l'aider et faire face à une longue hospitalisation, à un séjour coûteux et aux analyses sans fin qui restent sans résultat apparent pour lui. Ma seule expérience d'une prise en compte de la question du mourir dans les services, je suis étudiant en médecine, se résume à un ordre NPR, ne pas réanimer. Il me semble que cette décision ne profite qu'aux médecins et à l'équipe soignante. Selon vous, de quoi doit-on tenir compte en la matière? Je pense que le cas de chaque patient hospitalisé aux soins intensifs doit faire l'objet d'une discussion au sein de l'équipe. Celle-ci doit réunir l'infirmière, l'assistante sociale, l'ecclésiastique et naturellement les médecins chargés du malade. Il convient de prendre en commun une décision qui tienne compte des souhaits du patient et de sa famille.
Que dois-je répondre au malade qui me dit « Vous m'apportez mes antalgiques avec 10 minutes de retard, vous étiez sans doute en train de faire une pause café ». Je crois que vous pouvez insister auprès de lui sur la difficulté de devoir rester alité, à souffrir et à attendre des médicaments. Si vous êtes réellement en retard, excusez-vous, expliquez-lui que vous étiez bel et bien occupé à prendre un café et dites-lui que vous êtes désolé. Si vous lui exprimez votre compréhension de son son bouleversement et si vous reconnaissez ouvertement vos erreurs, vous améliorerez votre relation au patient. Lui aussi, il respectera vos besoins, même celui qui consiste à faire une pause café. La prochaine fois, peut-être apprécieriez-vous davantage cette pause si vous la prenez après lui avoir donné ses antalgiques. Pourriez-vous nous indiquer quoi faire pour gérer un malade dépourvu de liens familiaux ou amicaux, qu'on promène de service en service et de pavillon en pavillon à l'intérieur d'une grosse structure citadine? Je crois que vous savez déjà ce que j'en pense. C'est une triste réalité que de voir la plupart de ceux qui n'ont pas de famille promener de droite à gauche, mais il existe des hôpitaux qui acceptent ces patients et qui s'occupent vraiment bien d'eux. Je crois que dans un système tel que le nôtre, nous devons trouver à ce malade un ami, quelqu'un qui vienne le voir, quel que soit le pavillon ou le service où on l'aura expédié. Cet ami, ce peut être vous. Je suis néphrologue et j'appartiens à une équipe qui s'occupe de patients atteints d'insuffisance rénale chronique et dialysés 3 fois par semaine. Pour certains d'entre eux, on dirait que notre aide ressemble autant à une prolongation du mourir qu'à une prolongation de la vie. Quelques-uns se livrent à ce que j'appelle des dénis frénétiques, oublient de prendre leurs médicaments ou ne suivent pas le régime alimentaire nécessaire à leur traitement. Pourriez-vous vous exprimer sur ce qui semble être une double obligation pour l'équipe de dialyse, permettre à la personne d'avoir des sentiments? Le déni peut servir un but précis et éprouver le besoin d'aider cette même personne à mieux prendre soin d'elle-même. Les patients dialysés sont très difficiles en ce sens qu'ils posent souvent ce type de problème. Tous les malades qui se livrent au déni frénétique ou qui oublient de prendre leur traitement sont candidats à ce que nous appelons le suicide passif. Au plus profond d'eux-mêmes, ils sont prêts à abandonner tout espoir. Ils ont dans la tête une balance sur laquelle ils pèsent d'une part les efforts, les dépenses et les restrictions qu'ils s'imposent et d'autre part leur qualité de vie du moment. Il faut discuter avec les malades qui présentent ce genre de comportement. Je pense que l'équipe soignante doit se réunir en leur présence pour réévaluer de temps à autre ses actions, celles des patients, et que chacun essaye de comprendre ce que fait l'autre. Très souvent, les membres de l'équipe de dialyse sont incapables d'accepter les limites du malade, ce qui les pousse à surcompenser en plaçant des espoirs irréalistes en sa personne. Une telle attitude engendre un fort taux de suicide passif chez ces patients. J'aimerais avoir votre avis sur certaines situations propres à l'hôpital. Il s'agit par exemple de l'interdiction faite aux malades grièvement blessés de voir leur famille pendant la période où ils sont le plus atteints. Seuls sont autorisés les appels téléphoniques, les cartes postales, les lettres et les enregistrements sur cassette. Les appels téléphoniques, les cartes postales, les lettres et les enregistrements sur cassette sont des substituts incapables de remplacer la présence d'un être chaleureux et attentionné qui puisse tenir la main du patient dans la sienne pendant cette crise. Je crois que ces restrictions servent notre propre intérêt. Il est vrai qu'un patient grièvement blessé ou brûlé est plus tranquille sans les allées et venues incessantes de visiteurs. Mais je pense qu'on doit laisser un proche rester à ses côtés sans lui imposer aucune restriction. Car c'est souvent un être cher qui donne un grand malade le courage. Car c'est souvent un être cher qui donne au grand malade le courage de se battre et qui peut éventuellement l'aider à s'en tirer. Je suis contre les horaires de visite limités, même dans les services de soins intensifs. Si un malade est dans un état critique ou semble proche de la mort, imposer 5 ou 10 minutes toutes les heures est inhumain, à la fois pour le patient en fin de vie et pour sa famille qui doit rester en salle d'attente, dans la souffrance et le bouleversement, en sachant que ce jour peut être le dernier du patient. Pourriez-vous vous exprimer sur le rôle des ecclésiastiques vis-à-vis des mourants? Nous avons interrogé et suivi des centaines de malades en phase terminale. Je ne sais comment nous aurions pu travailler s'il n'y avait eu les aumôniers.
Ces personnes sont souvent les seules que les membres de la famille admettent en leur présence s'ils refusent de voir un psychiatre et s'ils ont peur qu'un étranger ne parle de la mort au malade. Très peu de gens rejetteront un ecclésiastique. Son rôle spécifique consiste bien sûr à aider les patients sur un plan spirituel, à prier avec eux, à leur donner des sacrements s'ils le souhaitent et à répondre à toute question liée à leurs besoins religieux. Il doit être membre à part entière de l'équipe qui a pour but de répondre à toutes les demandes du malade. Très souvent, un patient nous a dit avoir besoin d'un prêtre, même s'il n'était pas catholique, ou d'un rabbin, alors qu'il était protestant. Parce que tous deux s'aimaient bien, nous avons eu recours au service des ecclésiastiques, non seulement dans le domaine religieux, mais aussi au sein des équipes engagées dans une approche interdisciplinaire, et ce, avec de remarquables résultats. Comment prendre de la distance par rapport au matériel tel que ces moniteurs qui vous éloignent de la personne? J'ai travaillé sur un moniteur cardiaque tout en sachant que j'aurais dû travailler sur le patient. Celui-ci est mort sous mon nez 3 heures plus tard. Selon moi, il faut apprendre aux infirmières à s'impliquer auprès des patients en fin de vie de telle sorte qu'elles puissent se déconnecter et se désinvestir lorsqu'elles quittent le service de soins intensifs ou de cancérologie. Il est impossible de s'occuper de ces patients et de s'impliquer fortement dans cette relation 8 ou 9 heures par jour comme on leur demande. Pour elles, la seule façon d'y parvenir est de dépersonnaliser et de mécaniser leur travail, donc de le déshumaniser. L'hôpital dont je rêve serait doté d'un service de soins intensifs où les infirmières ne travailleraient que 4 heures par jour. Cette mesure leur permettrait de s'investir personnellement auprès de leurs malades et naturellement de surveiller en même temps les respirateurs et les moniteurs. Le reste du temps, elles pourraient travailler dans une garderie ou accomplir des tâches administratives afin de récupérer de ce travail extrêmement exigeant et épuisant. Personne ne peut s'occuper d'un malade comme d'un être humain 9 heures par jour. Nous devons accepter nos limites. Ce constat s'applique aux conseillers qui fréquentent les patients en fin de vie, mais surtout aux infirmières employées aux soins intensifs. Quelle qualification professionnelle demande-t-on à un membre d'une équipe qui effectue un travail comme le vôtre? Savez-vous s'il existe dans la région de New York des hôpitaux intéressés par cette approche des patients en fin de vie? Un nombre sans cesse croissant de personnes s'intéressent aux services réservés aux patients en fin de vie ou aux hospices et hôpitaux spécialisés comme l'établissement du Dr Cecily Saunders à Londres. Cet établissement, qui est probablement l'un des premiers à s'inspirer du Saint-Christopher Hospice de Londres, prouve une fois de plus qu'on essaye de proposer des soins adaptés aux malades incurables. Les institutions de ce type ont besoin de toutes sortes de professionnels et de l'accompagnement, des aides-soignantes aux spécialistes du traitement de la douleur. Quiconque souhaite travailler avec des patients en phase terminale doit contacter ce nouvel hospice. Je prépare un mémoire de maîtrise sur l'attitude des infirmières face à la mort. Je m'intéresse de plus en plus à certaines suggestions relevées dans la littérature et portant sur ce que les infirmières doivent savoir du patient de façon à l'aider à traverser le processus du mourir. On dit par exemple que l'équipe doit connaître les mécanismes d'adaptation utilisés par le malade sur le moment et dans son passé. Son ancien mode de vie, etc. Il me semble que nous ne pouvons acquérir un tel savoir qu'à propos de notre famille proche et des gens que nous connaissons depuis longtemps. Les élèves et les membres de l'équipe se découragent-ils si l'on attend d'eux qu'ils acquièrent ces informations sur le patient? Quelles sont les contributions des non-professionnels comme les aides-soignantes aux conférences sur le patient en fin de vie? S'agit-il d'outils permettant d'aider le malade à traverser le processus du mourir? On a tort de penser qu'il faille être psychiatre ou psychanalyste pour aider un patient en fin de vie. Il n'est pas nécessaire de connaître la vie du malade, son histoire, ni ses mécanismes d'adaptation pour l'accompagner. En fait, nous avons constaté que nous sommes généralement mieux armés pour ce faire quand nous ne prenons pas connaissance de son dossier et quand nous disposons de peu d'informations sur lui. Nous espérons pouvoir former des gens à l'écoute.
Si vous écoutez le malade, il vous posera les questions pertinentes sur le moment. Il n'est même pas utile de savoir s'il a été informé de la gravité de son état. Ce renseignement figure fréquemment dans son dossier et le professionnel de l'accompagnement entre dans sa chambre en étant persuadé qu'il peut parler de ça. Il importe d'écouter le malade et de répondre honnêtement et ouvertement à ses questions. Mais il importe encore plus de savoir comment on se sent face à la mort et au mourir. Sans doute le meilleur exemple de ce que j'avance est-il représenté par une femme de service noir que j'ai observée. Il y a des années, alors que j'allais commencer mon séminaire sur la mort et le mourir. Très souvent, lorsqu'elle extrait dans la chambre d'un malade, il se passait, très souvent, lorsqu'elle entrait, et pas lorsqu'elle extrait, donc je reprends ma phrase, très souvent, lorsqu'elle entrait dans la chambre d'un malade, il se passait quelque chose de très positif. Un jour, je l'ai prise à part et lui ai demandé « Que faites-vous à ces mourants ?» Elle s'est mise sur la défensive et a insisté sur le fait qu'elle se bornait à nettoyer la chambre. Après avoir passé des semaines à essayer de nous connaître, nous avons fini par prendre un café et elle m'a confié l'histoire extrêmement traumatisante et pathétique de sa vie de souffrance dans le ghetto. J'allais lui demander pourquoi elle me racontait tout cela lorsqu'elle m'a appris qu'un jour, elle était restée assise pendant des heures dans un hôpital. Son enfant de 3 ans dans les bras à attendre la venue d'un médecin. Son petit garçon était mort dans la salle d'attente. Elle a conclu son histoire par ces mots. Vous savez, la mort ne m'est plus étrangère. C'est comme une vieille connaissance qui ne me fait pas peur. De temps à autre, quand j'entre dans la chambre de certains mourants, ils ont un air si effrayé que je ne peux m'empêcher de m'approcher d'eux, de les toucher et de leur dire « ce n'est pas si terrible ». Sa propre acceptation de la mort la rendait capable de réconforter mes patients en leur transmettant son sentiment de paix. Je suis infirmière diplômée, j'étais assise à tenir la main d'un mourant pour lui faire savoir que je compatissais, que je partageais et que j'étais là. Ma surveillante m'a dit de me manier le train et de retourner travailler. À l'aide. Non mais c'est la façon dont la phrase elle est écrite. Ce n'est pas vous qui avez besoin d'aide. Celle qui en a besoin, c'est votre surveillante. Comment aider le personnel infirmier à faire face à une situation qu'il présente ainsi ? Le médecin ne veut à aucun prix que le patient connaisse son état, c'est-à-dire sa maladie, en l'occurrence un cancer, et le fait qu'il est perdu. Tout le monde souhaite donc éviter ce malade de peur qu'il ne pose des questions sur le sujet. Cette question revient régulièrement dans chaque atelier et chaque séminaire sur les patients en fin de vie. Peut-être le médecin connaît-il bien le malade, peut-être celui-ci fait-il partie des cas rarissimes qui ont besoin de nier jusqu'au tout dernier instant. Alors, mieux vaut ne pas lui dire qu'il est en phase terminale, mais tôt ou tard, il saura qu'il est gravement malade et si le médecin n'est pas capable d'établir le contact avec lui, il demandera des précisions à l'aumônier ou à l'infirmière. Personne ne peut vous interdire d'écouter un patient ni de lui répondre honnêtement. S'il vous demande s'il a un cancer, vous pouvez faire part de cette question au médecin qui est le seul à pouvoir répondre aux problèmes concernant le diagnostic. S'il vous fait partager sa prise de conscience du fait qu'il ne va pas mieux ou qu'il souffre de plus en plus, vous devez vous asseoir à son chevet, lui exprimer votre empathie et essayer de le réconforter autant que faire se peut. Les malades sentent très vite qu'une infirmière est capable de rester près d'eux et de ne pas les éviter. Ils lui disent alors ce qu'ils savent et lui posent toutes les questions pertinentes auxquelles elle peut répondre. En votre qualité d'infirmière, vous pouvez dire franchement, seul votre médecin peut vous informer du diagnostic. Mais ce que je peux faire, c'est vous écouter. Quel est le problème ? En un rien de temps, c'est à vous qu'il va décrire son bouleversement et c'est vous qui pourrez lui venir en aide. Les infirmières sont prisonnières d'une triple obligation envers le médecin, l'hôpital et le patient. Que doit faire l'une d'elles face à un médecin qui interdit expressément d'annoncer le diagnostic et de parler de la mort ou du pronostic au malade, alors que celui-ci laisse clairement entendre qu'il souhaite avoir ce genre de discussion? Quelle est la responsabilité de l'infirmière sur le plan
juridiques et éthiques. Comme plusieurs réponses précédentes l'ont souligné, l'infirmière ne doit pas être la personne qui informe le patient du diagnostic. Elle peut se faire renvoyer par le médecin ou rendre le travail d'équipe extrêmement difficile en outrepassant sa fonction. Mais elle peut aussi aider le patient de bien des façons. Elle peut demander à l'aumônier de venir le voir afin qu'il puisse faire partager sa prise de conscience à quelqu'un. Il peut également faire de même avec une infirmière qui n'évite pas le sujet. La meilleure approche, mais aussi la plus difficile, consiste à parler directement au médecin qui semble éprouver des difficultés. L'infirmière pourra lui faire part de ses sentiments et de son désir d'établir une relation plus franche avec le malade. En général, on remarque deux clans dans une équipe d'infirmières, celle qui croit en vos idées et celle qui n'y croit pas. Que faire de ces dernières ? La meilleure façon de répondre à cette question est de rappeler que certains individus croient en la vie après la mort et que d'autres n'y croient pas. N'essayez pas de convertir ces derniers. Je pense qu'en vous montrant à l'aise et serein, vous ferez mieux comprendre à autrui l'utilité de vos idées, non seulement dans le travail avec les patients en fin de vie, mais encore dans la vie quotidienne. Les infirmières, selon qui vous ne devez être ni ouvert ni honnête avec les mourants, ne tarderont pas à sentir que vous avez de bonnes relations avec eux. Elles verront que vous n'êtes ni déprimé, ni morbide, ni épuisé à la fin de la journée, mais que vous vivez des moments très gratifiants avec les malades, que vous sentez pouvoir aider vraiment. Bien qu'ils meurent sous votre nez, peut-être finiront-elles par voir la différence et seront-elles plus nombreuses à venir se ranger à vos côtés. Comment les non-spécialistes qui ont des capacités et dont la présence est voulue par le mourant peuvent-ils déjouer la tactique quasi mafieuse des médecins et des infirmières afin d'apporter réconfort et soutien? C'est parfois très difficile, souvent les professionnels refusent les gens de l'extérieur de crainte qu'ils ne trahissent ce que le patient sait déjà, mais qu'il ne veut pas faire partager aux médecins ni aux infirmières. Vous pouvez devenir bénévole dans un hôpital si vous faites du bon travail. Les membres de l'équipe ne tarderont pas à reconnaître votre apport. Ils seront heureux de vous voir prendre soin de leurs patients en fin de vie. De ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, quelqu'un qui peut s'asseoir près d'eux, qui n'est pas appelé par interphone et qui ne doit pas accomplir d'autres tâches, est apprécié par la plupart des gens, jalousé par d'autres et toujours rejeté par quelqu'un. Une infirmière d'un étage où se trouve un mourant s'aperçoit que l'équipe, c'est-à-dire les médecins et les infirmières, évite le patient. Quelle marche à suivre si une réunion ne débouche sur rien? Elle a toujours la possibilité de prendre quelques minutes avant ou après son service pour aller voir le patient en question. Ces malades demandent très peu de temps. Si un être humain vient les visiter à l'improviste et ne les abandonne pas, ils peuvent être aidés. Comment un professionnel de l'accompagnement peut-il faire pour que le médecin se mette en phase avec le patient ou l'assistante sociale et que quelqu'un essaye au moins d'aider le patient Essayez d'organiser une réunion ou un séminaire à votre étage. Conviez-y les différents professionnels de l'accompagnement et discutez des difficultés rencontrées par chacun auprès des patients en phase terminale. D'après mon expérience, les médecins, et plus particulièrement les internes qui s'occupent de malades en phase terminale, sont insensibles et mal armés au plan de la formation et de la maturité pour affronter le problème de la mort et de la maladie incurable. Selon vous, comment peut-on remédier à cet état de fait? Notamment pour ce qui est des patients externes, par exemple, les malades sous chimiothérapie, les parents d'enfants leucémiques. La première chose à faire, c'est proposer des cours d'art de la médecine dans les facultés de sorte qu'un nombre croissant de médecins soient mieux armés et plus à l'aise face aux patients atteints de maladies incurables. Le deuxième est d'aménager une salle de lamentation au sein du service de consultation externe où les gens qui viennent régulièrement et qui ont besoin d'extérioriser leurs sentiments ou leurs peurs puissent s'asseoir avec un professionnel de l'accompagnement ou un bénévole formé à ces questions, afin de leur faire partager certains de leurs besoins. La troisième, c'est faire en sorte que chaque service de consultation externe organise des thérapies de groupe pour les patients réguliers et les parents d'enfants leucémiques.
On s'est aperçu que ces dispositifs avaient un effet extrêmement thérapeutique sur tous les participants. Notre hôpital possède un service d'oncologie médicale. Auriez-vous des conseils à donner sur la façon d'aider l'équipe à gérer une tension émotionnelle presque constante au bout d'un certain temps? Chacun a tendance à se désinvestir sur le plan de l'émotion. Il est extrêmement important de prévoir dans les services de cancérologie et d'oncologie médicale une petite pièce où les membres de l'équipe puissent se retrouver pour se faire part de leurs sentiments viscéraux, de leurs besoins, de leurs inquiétudes et de leurs bouleversements. Faute de réunions au cours desquelles ils pourront recharger leur batterie, ils s'épuiseront trop et n'auront d'autre choix que de se désinvestir et de dépersonnaliser et de mécaniser les soins à fournir à leurs patients. L'infirmière doit-elle être plus au courant de ce que le médecin a dit aux patients à propos du diagnostic? La plupart des infirmières jugent essentiel de savoir ce qu'on a dit aux patients. À notre avis, il n'est pas très important de savoir ce dont le médecin l'a informé, mais comment il l'a été. Ce dernier renseignement ne figure dans aucun dossier et aucune infirmière ne pourra l'apprendre du médecin à moins d'avoir assisté à l'entretien. Un médecin à l'aise avec les mourants informera son patient de la gravité de son état à un stade précoce de sa maladie et répondra à toutes ces questions à mesure qu'elles se poseront. Les malades de ce type se comportent à merveille tant qu'on leur laisse un espoir. Si une infirmière qui travaille avec eux n'est pas certaine de ce qu'on leur a dit, elle n'a qu'à les écouter. Ils lui feront part de ce dont ils voudront parler et lui révéleront ce qu'ils savent. Toutefois, les infirmières doivent impérativement comprendre que ce besoin varie selon les jours et les individus. Comment les infirmières doivent-elles procéder pour mieux comprendre un médecin qui emploie continuellement des mesures extraordinaires et mieux travailler avec lui? Dans un cas tel que celui-ci, il me semble important d'organiser des séminaires interdisciplinaires pour que les autres membres de l'équipe soumettent le problème au médecin et qu'au moins il exprime les sentiments ambivalents que leur inspirent ces mesures. Quelle est votre première approche? Comment une infirmière peut-elle faire en sorte que le malade parle de sa mort? Il paraît impossible d'entrer dans la chambre et de se mettre à aborder le sujet brutalement. Par ailleurs, il y a un problème avec les médecins qui ne veulent pas qu'on parle aux patients, en général à la demande de la famille. Si jamais une infirmière laisse entendre que la fin est proche, elle court le risque de perdre son travail. Vous avez raison, on ne doit pas parler aux malades de leur mort imminente ou du mourir, ni leur annoncer qu'ils souffrent d'une maladie incurable. Je trouve ce comportement antithérapeutique et tout à fait nuisible. Le sens de l'expression parler de la mort dépend de votre capacité à accepter qu'un patient donné est très probablement au-delà de toute aide médicale. Lorsqu'il affronte cette réalité et qu'il vous pose une question, il vous appartient de vous asseoir et d'aborder le sujet avec lui. Si vous êtes mal à l'aise, vous nierez, vous changerez de sujet et vous ne pourrez pas l'aider. D'ordinaire, notre première approche consiste à aller voir le patient, à nous asseoir et à lui demander s'il a envie de parler. Dans l'affirmative, nous lui demandons ce qu'il éprouve à être si gravement malade. Très vite, il exprime son désarroi face à son régime alimentaire, sa douleur croissante, aux conduites d'évitement de l'équipe et à d'autres problèmes. De 2 à 5 minutes plus tard, il parle de ce qu'on ressent à être un malade en phase terminale, seul, malheureux et laissé pour compte. Parfois, nous entrons dans la chambre des patients en leur demandant s'ils sont très atteints. L'un d'eux m'a regardé droit dans les yeux et surpris m'a demandé « Vous voulez vraiment savoir ?» Je lui ai répondu oui et il m'a dit « Je suis rongé par le cancer ». Quelques instants plus tard, nous avons parlé de sa situation de cancéreux en phase terminale. Autre possibilité, vous vous contentez de vous asseoir et de demander « Avez-vous envie d'en parler ?» Après quoi, le malade vous confie tout ce qui le préoccupe. Si vous êtes à l'aise, il aborde ensuite le sujet de ces derniers instants. Voici encore une formule d'introduction utile. C'est difficile, n'est-ce pas? En tant qu'infirmière, je me suis occupée plusieurs fois de mourants.
le fait d'établir une relation avec un patient ne revient-il pas à s'engager envers lui? Que se passe-t-il si vous savez qu'il a besoin de vous, mais que votre travail vous empêche de passer du temps auprès de lui? Est-ce une façon de le laisser tomber? Il est très important pour moi de savoir si ce genre de patient peut comprendre. Vous devriez lire English, le livre d'Anselm Strauss et Barney Gleisser, pour comprendre que nous évitons souvent les malades en nous justifiant par une rationalisation selon laquelle le travail nous empêcherait de leur consacrer du temps. Dans la majorité des cas, cette excuse dénote notre malaise face au mourant. Si vous avez de bons rapports avec un malade en phase terminale et si vous êtes transféré à un autre étage, il ne vous faudra que 2 minutes pour faire un saut dans sa chambre et lui dire bonjour avant de rentrer chez vous. Les patients en fin de vie comprennent que vous soyez tenu par votre travail ou transféré dans d'autres services. Ils vous le pardonnent tant que vous gardez le contact avec eux, parfois au moyen d'une carte postale si vous êtes loin, parfois par le biais d'un coup de fil qui ne prend que 2 minutes, ou c'est ce qu'ils préfèrent bien sûr d'une petite visite qui n'a pas à excéder 5 minutes. Que faites-vous en tant que thérapeute quand le médecin choisit de ne pas dire au patient qu'il est mourant? On me demande souvent, à moi, ergothérapeute, d'apporter un soutien psychologique aux malades. Ils veulent fréquemment parler de la mort. J'ai l'impression de ne rien pouvoir pour eux, d'avoir les mains liées. Vous n'avez pas les mains liées. Si l'on vous demande explicitement d'apporter un soutien psychologique à un patient, vous devez être suffisamment à l'aise pour vous asseoir à côté de lui et lui parler de la mort quand il abordera la question. On peut discuter de tout avec un malade tant que c'est lui qui lance la conversation et tant qu'on n'entre pas dans sa chambre en disant « Eh bien, qu'est-ce que ça fait d'être mourant ?» alors qu'il est peut-être dans la phase de déni. Personne ne peut vous empêcher d'écouter un patient ni de lui répondre, souvenez-vous-en. Notre plus grande crainte, à nous, aumôniers, infirmières, etc., tient sans doute à notre manque de confiance en nous face à la tension que nous ressentons. À essayer d'aider. Alors, je suis en train de regarder, parce que c'est vrai que c'est un long chapitre, hein, là. Alors, je reviens un instant, je vais boire une goutte d'eau. J'avais quelque chose qui me grattait au fond de la gorge. Alors, je vais reprendre ma phrase. Notre plus grande crainte à nous, aumôniers, infirmières, tient sans doute à notre manque de confiance en nous face à l'attention que nous ressentons à essayer d'aider un patient en demande de réponse. Nous aimerions faire partager des réactions viscérales, mais avons peur de nous laisser aller et de ne pas apporter la stabilité qu'on attend de nous. Il nous est donc plus facile de maintenir notre réponse au niveau de l'objectivité clinique. Peut-être vous est-il plus facile de maintenir votre réponse au niveau de l'objectivité clinique, mais il est certainement plus utile au patient de vous voir entrer dans sa chambre d'abord en être humain, puis dans votre rôle de professionnel. Parce que vous êtes un homme, parce que vous avez des sentiments et des réactions viscérales. Vous pouvez les partager avec vos malades et ceux-ci vous en seront reconnaissants. Si vous ne vous présentez à eux que comme un spécialiste, vous ne pourrez jamais les aider vraiment. Pour ce faire, vous devez aussi partager avec eux vos sentiments de chagrin, de peine, d'angoisse et parfois de souffrance. Nous avons un adolescent atteint de myocardite et en attente d'une greffe du cœur. Il n'est absolument pas préparé. Si les parents et le médecin traitant d'un malade comme celui-ci s'opposent à ce que le personnel infirmier lui parle de sa maladie, comment gérer la situation? Vous devez respecter les ordres du médecin et des parents, mais vous pouvez exprimer à ce jeune patient votre sollicitude, votre amour et votre compréhension. Quand vous serez seul dans sa chambre, il vous prendra la main et vous posera des questions sur cette opération à venir. Vous pourrez ensuite demander au médecin de l'accompagner lors des visites suivantes et encourager le jeune homme à l'interroger en votre présence.
Il est souvent difficile de faire en sorte que le médecin voit ce qu'on essaye de faire pour le patient en fin de vie. L'enseignement médical va-t-il y changer quelque chose? Oui, les facultés de médecine qui incluent les soins palliatifs à leur cursus sont bien plus nombreuses à l'heure actuelle. Vous êtes formé à capter de nombreux signaux de ces patients. Cela fait partie de votre travail. Mais comme une infirmière ou un autre membre de l'équipe soignante, tous deux très occupés par leurs tâches et en contact avec des malades vivants, peuvent-ils faire pour gérer au mieux la situation d'un patient en fin de vie admis dans leur service? Comment prendre le temps nécessaire sinon en restant après le travail? Je pense que votre problème provient du fait que vous ne considérez plus les patients en fin de vie comme des malades vivants. Selon moi, un patient qui traverse le processus du mourir vit tout autant, sinon plus, que n'importe quel malade. Il a autant, sinon plus, besoin de vos soins, de votre temps et de votre attention que ceux qui vont bien et qui pourront rentrer chez eux. Le fait de travailler avec des mourants et les écouter et de capter les signaux qu'ils vous adressent ne prend pas plus de temps qu'avec les patients moins atteints. Il faut 5 minutes et parfois vous gagnez 1 heure d'angoisse, de discussion et de souffrance ultérieure. Pour apporter ce supplément de soins aux mourants, l'équipe oublie souvent que ce type de malade a très peu d'exigences. Ils ont besoin de bien-être, d'aussi peu de souffrance que possible et ne demandent rien sinon de ne pas être laissés pour compte. Si une infirmière peut entrer 1 minute pour leur demander c'est difficile aujourd'hui, le malade partagera avec elle son problème du moment et elle pourra tenter d'alléger sa souffrance. Ce geste prend très peu de temps et fait comme il se doit, il permet de gagner bien des heures par la suite. Que pensez-vous d'un médecin qui décide s'il convient ou non de dire au patient qu'il souffre d'une maladie incurable? On ne doit pas dire au patient que sa maladie est incurable ou qu'il est en phase terminale. On doit l'informer de la gravité de son état et lui préciser que tout sera fait pour lui assurer le confort et pour l'aider. Lorsqu'il sera au-delà de toute aide médicale, il demandera au médecin s'il a une chance de s'en sortir. Si le médecin se met à son niveau, s'il lui donne une idée correcte de ce qu'il peut attendre et s'il ne le prive pas de tout espoir, le malade pourra affronter la situation bien mieux que si on lui affirme qu'il va se remettre. Comment aider un jeune interne à accepter qu'un malade soit mourant? Les jeunes médecins sont bien plus réceptifs à ce genre de formation que les anciens qui sont déjà rentrés dans le moule. Lorsque nous essayons d'enseigner l'art de la médecine et l'accompagnement des mourants aux étudiants, nous obtenons un fort taux de réussite. Quand nous tentons de sensibiliser les externes, nous obtenons plus de succès qu'auprès des internes. Au bout de 3 ou 4 ans d'internat, notre démarche est presque désespérée. Il est donc essentiel de toucher les étudiants précocement de façon à améliorer les relations à venir entre les infirmières, les ecclésiastiques et les médecins impliqués dans l'accompagnement des mourants et à leur apprendre en même temps la science et l'art de la médecine. Existe-t-il une structure quelconque, par exemple un groupe de travail qui permette d'aider l'équipe d'accompagnement à gérer ses propres sentiments et ceux des patients? Nos séminaires sur la mort et le mourir n'ont pas seulement porté sur les besoins des patients en fin de vie. Chacun d'eux et chaque entretien avec un malade ont été suivis d'une discussion entre les membres de l'équipe interdisciplinaire dans le but de faire partager les réactions émotionnelles et les sentiments suscités par ce malade. Cette mesure a donné à l'équipe l'occasion de poser des questions et d'exprimer ses sentiments. Elle nous a aussi permis de comprendre les problèmes de chacun. Les infirmières ont commencé à respecter davantage les difficultés des médecins et réciproquement, cette discussion doit avoir lieu en l'absence du patient et il faut que son contenu reste strictement confidentiel. Avez-vous pu amoindrir la résistance de la communauté médico-chirurgicale concernant les moyens et les conditions dans lesquelles le malade en phase critique ou terminale doit affronter les problèmes liés à sa maladie et à l'éventualité de sa mort? Problèmes si présents à son esprit et à celui de sa famille, si oui, comment?
Nous avons organisé des centaines d'ateliers, de séminaires et de groupes de réflexion avec divers professionnels de l'accompagnement, du niveau du lycée à celui de la faculté de médecine. La participation a varié d'environ 25 à 4000 personnes, parmi lesquelles les médecins représentaient une population en légère augmentation. Je crois que l'atmosphère est différente aujourd'hui et j'espère qu'à l'avenir, nos patients en fin de vie ne seront pas aussi tristement laissés à eux-mêmes. Que penser du fait qu'on limite la durée des visites à 5 minutes toutes les heures dans un service de soins intensifs alors que le malade mourra quelques heures plus tard et tout seul? Cette mesure n'est-elle pas terriblement rigide? Si, il faut changer ces règles. Lorsqu'un patient semble abandonné par la médecine, les restrictions doivent être levées. On doit permettre au moins à un parent de rester avec le mourant pendant ses derniers instants et ne pas le faire sortir lorsque la mort surviendra. En fait, il faudrait que le malade quitte le service des soins intensifs. Que peut faire une infirmière quand un cancéreux lui demande à la suite d'une opération si son cancer se propage? Comment dissimule-t-elle sa réaction lorsqu'elle sait que le médecin n'a pas transmis toute l'information au malade? Je pense qu'il lui appartient de prévenir le médecin que le malade l'a interrogé directement. Je suis kinésithérapeute, je me demande si vous voyez un intérêt quelconque dans le fait de prévenir la raideur d'une malade au moyen d'exercices d'assouplissement. Par ailleurs, il peut être utile de voir une nouvelle personne et de lui parler de maintenir sa circulation et au mieux de lui assurer un plus grand confort. Dans le cas contraire, pourriez-vous nous expliquer pourquoi et nous dire ce qui, selon vous, serait plus probable, plus profitable, pardon. Pour la malade paralysée à la suite d'un grave accident vasculaire cérébral ou la patiente incurable qui bouge difficilement et se raidit toujours plus, c'est un grand soutien de voir un kinésithérapeute la visiter régulièrement, l'aider à conserver sa souplesse, faire entrer un rayon de soleil dans sa chambre et se soucier de son bien-être, même si le personnel spécialisé assimile ces gestes à une perte de temps, nul ne peut douter que toute l'humanité donnée à un patient en fin de vie a tout ce qui contribue à assurer son confort lui profite et n'est jamais vain. Un patient accepte sa mort et s'y est préparé. Sa famille et le personnel infirmier en font de même. Pourtant, le médecin dit non, il va aller mieux. Ou maintient le malade en vie pendant des jours alors même que la famille s'y oppose. Que faire? La famille peut prendre la responsabilité de signer une demande interdisant expressément au médecin de recourir à des mesures extraordinaires et de maintenir le patient en vie contre sa propre volonté et celle de ses proches. Elle peut également prendre des dispositions pour faire sortir le malade de l'hôpital ou demander l'avis d'un autre médecin qui ait moins de problèmes avec les mourants. L'infirmière peut faire part de ses sentiments au médecin ainsi qu'à la famille et proposer d'autres solutions. En ma qualité d'aumônier, je dois annoncer la mort subite d'une personne. Comment faire pour aider au mieux sa famille à accepter cette disparition? Vous ne pouvez aider les proches au moment où vous leur annoncez la mauvaise nouvelle. Tout ce que vous puissiez faire, c'est rester auprès d'eux, les laisser pleurer sur votre épaule, questionner Dieu et, si nécessaire, se fâcher contre lui ou contre le personnel hospitalier sans essayer de les freiner ni de les inciter à éviter le langage parfois cru de la colère. Si vous restez disponible pour eux, non seulement sur le moment, mais aussi pendant les semaines et les mois qui suivront, si vous allez les voir ou leur téléphoner à l'occasion, vous les aiderez d'autant mieux à affronter lentement et graduellement cette mort. Les familles des victimes de mort subite doivent passer par les mêmes étapes que les patients en fin de vie. Elles sont d'abord en état de choc et de déni, puis éprouvent très souvent une terrible colère envers les auteurs de l'incident, l'ambulancier ou le personnel des urgences qui n'a pas pu sauver leurs parents. Elles traversent ensuite une courte phase de marchandage et une longue dépression. Dans le meilleur des cas, elles finissent par atteindre l'acceptation. Quand le personnel hospitalier doit-il appeler un prêtre ou un aumônier? Il est souhaitable que les ecclésiastiques fassent partie intégrante des équipes de traitement de tous les hôpitaux. De nombreux patients aiment qu'un membre du clergé vienne les voir de temps à autre pour, pas nécessairement pour prier ni accomplir des rites quelconques, mais simplement pour faire
connaissance. Ainsi, lorsque le malade aura besoin d'aide spirituelle, ils seront déjà amis. Bien évidemment, il ne faut pas forcer un patient qui refuse de voir un prêtre ou un aumônier, mais s'il se sent seul ou déprimé, il sera fort judicieux de lui proposer les services de l'aumônier. Celui-ci peut en effet se révéler d'une grande aide pour le malade, la famille et l'équipe. Les ecclésiastiques doivent être impliqués dès l'admission et non dès que le patient est abandonné par la médecine. Pensez-vous que ce soit trop attendre d'un conseiller que de s'engager totalement, c'est-à-dire d'être disponible à tout moment? Oui, personne ne peut être disponible à tout moment. Je crois pourtant que vous pouvez donner votre numéro de téléphone à certains patients et leur préciser qu'ils peuvent essayer de vous contacter en cas de problème sérieux. Ce faisant, vous ne vous engagez pas à tout laisser tomber pour aller les voir. Vous leur proposez de les aider dans la limite de vos possibilités. C'est pourquoi, entre autres choses, il est bon de constituer une équipe. Vous pouvez ainsi vous faire remplacer et conserver une vie privée, ce qui est indispensable si vous faites un travail aussi exigeant que celui-ci. Voilà, ce chapitre 10 était un peu long, je dois dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'excuse pour les chats dans la gorge. Et on se retrouve tout bientôt pour aborder le 11e chapitre qui invoque la vieillesse. À bientôt. Merci.